Les annonces de sanctions s'amoncellent sur la Russie et au-delà des sanctions symboliques, il y en a surtout deux qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. La première, c'est l'intention de l'Union européenne de vouloir réduire de 2/3 sa consommation en pétrole et en gaz russe. Et la deuxième, qui va avec la première, est de couper la Russie du système de paiement SWIFT. Bien évidemment, le cours du rouble s'est effondré et c'est l'occasion de regarder de près ce que cela signifie pour la Russie. Est-ce que ces sanctions sont réellement mises en œuvre d'abord ? Est-ce que c'est l'Europe, les USA ou la Fédération de Russie qui en souffrira le plus ? Allez, c'est parti. Après s'être désarmés pendant 30 ans en espérant que ce soit les Américains qui protègent nos intérêts, nous découvrons que c'était un mythe. Les USA de Trump et de Biden ont clairement annoncé et répété qu'ils ne rentreraient pas en guerre pour les intérêts européens contre la Russie. Il n'est même pas sûr que les USA rentreraient en guerre si un pays de l'OTAN était attaqué. En tout cas, ce ne serait pas automatique. Suite à l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie de Poutine, les Européens sont entraînés dans un conflit sans en avoir la puissance militaire. De plus, entre le gaz et le pétrole russe, c'est environ 1/3 de l'énergie européenne qui vient de Russie. Lorsque j'étais chef de projet dans le bâtiment et intervenant à l'université Lyon 2, j'expliquais à l'époque à mes étudiants de Master 2 et aux bailleurs sociaux que la dépendance à la Russie était un problème fondamental car le stock de gaz et de pétrole en soi est limité. Comme nous avons passé le pic de production de pétrole facile et peu cher que l'on appelle le pétrole conventionnel en 2007, il nous reste donc le pétrole cher et compliqué que l'on appelle le pétrole non conventionnel. Gaz de schiste, pétrole offshore et j'en passe. Le problème, c'est que le pic de production est probablement passé fin 2018 ou pas bien loin de cette date. Nous le saurons dans quelques années. Il n'en reste pas moins que la quantité de pétrole et le gaz disponibles diminuent structurellement avec le temps. Comme c'est une ressource limitée, si l'on se passe des ressources russes, il faut comprendre qu'il n'y a pas de substitution possible par une autre énergie à ces échelles de grandeur. Donc, en ce qui concerne la Russie, la grande question n'est pas de savoir si la Russie va réussir à vendre son pétrole et son gaz, car ça, c'est une certitude qu'elle y parviendra, mais bien de savoir si elle acceptera toujours de nous en vendre une partie. Le rapport de force est entièrement du côté russe sur ce sujet. Donc nous allons manquer d'énergie fossile car c'est un stock fini. Nous allons manquer d'énergie tout court car nous avons largement délaissé la filière nucléaire. Et enfin, notre dépendance à l'énergie russe nous retire toute crédibilité face à la Russie qui sait pertinemment que si elle coupe les approvisionnements en énergie, l'Europe ne s'en remettra éventuellement qu'à l'échelle de 1 ou 2 décennies si nous faisons les bons choix demain matin. Gardez bien en tête que la croissance est une expression directe de l'énergie que l'on peut consommer. Avec ce graphique, Didier Darcet, gérant de portefeuille et chercheur en finance chez GAFCAL, montre de façon incontestable que la croissance économique mesurée au travers de la performance des marchés est strictement proportionnelle à la consommation d'énergie. La corrélation est de 99,4%. C'est juste impressionnant. Toute l'intelligence humaine que l'on appelle innovation ou gain de productivité représente seulement environ 1,5% par an. Dit autrement, si la consommation d'énergie est constante d'une année sur l'autre, la croissance économique sera de 1,5% si on optimise tout correctement. Si l'Europe décide de se couper des 2/3 des énergies fossiles russes, cela signifie que nous aurons 2/3 d'un tiers de notre énergie en moins à consommer, soit une diminution de 20% de la quantité d'énergie que nous consommons aujourd'hui. En termes économiques, fondamentalement, cela signifie à coup sûr que l'Europe rentre dans une récession cataclysmique de 20% en termes réels. Donc si vous enlevez les phénomènes monétaires comme la dette qui nous permet une croissance illusoire, cela signifie une récession des indicateurs économiques de mesure de la richesse, plutôt de 30%. C'est tout simplement intenable quel que soit l'angle sous lequel on l'approche. À côté de ça, la crise de 2008 et la crise de 2020 auront l'air d'être une promenade de santé. Et là, c'est un sujet que je connais bien car je le travaille depuis 2006, soit plus de 15 ans maintenant. Voici mon historique en la matière pour que vous compreniez bien d'où je parle, comme on dit. En 2006, j'ai 25 ans et je découvre le sujet du réchauffement climatique et la déplétion des ressources énergétiques lorsque je travaille pour la compagnie de chauffage urbain de Grenoble qui me demande de calculer les quantités de gaz à effet de serre rejetées par les centrales thermiques de la compagnie. Ce que je découvre
découvre me choque au plus haut point et je raconte tout ce que j'en retiens dans mon premier blog, toujours miraculeusement en ligne. Quand je le relis, tout ce qui est écrit sur l'énergie s'est précisé mais est resté fondamentalement juste. Rien n'a bougé depuis les années 70 et le devenu célèbre rapport Meadows que je dévore à cette époque n'a pas démérité depuis. Pour ceux qui ne connaissent pas le rapport Meadows, il s'agit d'une modélisation très simple des limites de la croissance dans nos sociétés modernes. La partie grisée sur le graphique concerne les informations certaines dont disposaient les rédacteurs à l'époque de sortie de ce rapport en 1972. Ensuite, dans la partie blanche, vous voyez les prévisions du modèle à cette époque en pointillé et en tracé clair les données réelles mises à jour en 2010. Deux choses. Entre 1970 et 2010, les prévisions de ce modèle, très simple, se sont révélées tout à fait pertinentes. Deuxième chose, vous remarquerez que la production de biens et de services, à savoir le PIB en substance, passe un pic vers 2020 dans les prévisions de ce modèle. En quoi est-ce intéressant? Nous savons, de par la survenance du pic tout pétrole, que nous sommes dans une phase très délicate de transition énergétique que nous n'avons pas encore commencé. Comme l'a très bien formulé Didier, nous sommes dans une phase d'addition énergétique et non de transition. On ne substitue pas les énergies, on les additionne. Les énergies renouvelables à la mode, comme le solaire et l'éolien, viennent en complément de notre consommation et sont appuyées par une production d'énergie à base de gaz. Ce n'est en rien une substitution. Et c'est dans ce moment très délicat où l'on entame une décroissance forcée en Europe que nos dirigeants choisiraient de se passer de 20% du mix énergétique. Autant vous dire que je n'y crois pas une seule seconde tant les conséquences vont au-delà du seuil de douleur des populations européennes. Rappelez-vous que les gilets jaunes, c'était avec un prix de l'essence à 1,40€ le litre. Alors, qu'en est-il de faire des économies de chauffage pour lutter contre la Russie? En 2006, suite à ces découvertes qui ont changé ma vision du monde, je décide donc que l'énergie, c'est l'urgence et je me reconvertis dans le bâtiment en tant que chef de projet dans le logement social. Pourquoi le bâtiment et pourquoi le logement social? Car le bâtiment, c'est le nerf de la guerre, de la consommation d'énergie sur lequel on peut agir facilement. Pour faire simple, le logement, c'est grosso modo 25% de notre consommation d'énergie et on a les connaissances nécessaires suffisantes pour fabriquer des bâtiments qui ne consomment plus mais qui produisent de l'énergie. Je me suis donc dit que c'était là qu'il y aurait le plus d'impact. J'ai donc fait un Master 2 en maîtrise d'ouvrage en 2005-2006, puis je suis parti travailler dans le logement social pendant 10 ans, d'abord chez Habitat Beaujolais Val-de-Saône, puis chez l'Opac du Rhône et enfin dans l'agglomération lyonnaise à Lyon Métropole Habitat. Pourquoi le logement social ? Car pour produire des bâtiments à énergie positive, il faut raisonner en coût global sur 40 ans si on veut bien faire les choses. Comme les bailleurs sociaux sont à la fois constructeurs et exploitants, je me disais que c'était la bonne position. En plus, en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement et tout le monde était très optimiste dans le bâtiment pour repartir sur un cycle d'innovation. J'ai donc conçu mon propre outil de mesure de l'efficacité énergétique des bâtiments, tant en conception qu'en exploitation, qui s'appelle Bâti Énergie, que j'ai mis en licence libre, GNU GPL, et que j'ai mis en application dans les résidences que j'ai construites en tant que chef de projet, comme celle-ci à Propierre dans le nord du Rhône. Donc, lorsque nos politiques actuelles et certaines entreprises nous disent qu'il suffit de baisser le chauffage dans les logements pour faire des économies de pétrole et de gaz, je peux vous en parler avec une expérience théorique, technique et de terrain. On va y revenir. En parallèle, j'ai donné des cours à l'université en Master 2 sur ces sujets, j'ai participé à des séminaires de formation pour les autres bailleurs sociaux, et tout cela pendant 10 ans où j'ai eu la charge de la construction de quelques centaines de logements en neuf, en rénovation, en social, en privé. Bref, c'est un sujet que je connais bien. Ensuite, en 2011, j'ai été contacté par le pôle de campagne Énergie et Développement Durable de François Hollande pour sa campagne présidentielle, afin de participer à la rédaction du programme de Hollande sur la rénovation énergétique des bâtiments en France. Je ne sais pas comment ils ont eu mon nom à l'époque, mais entre mon site et les interventions que je faisais, ils m'ont trouvé. Dans ce groupe de travail, j'ai participé à produire une note qui a servi de base au discours de campagne du Bourget en 2012. La promesse était de réhabiliter 500 000 logements par an et de construire 2 500 000 logements neufs durant le mandat. Pour autant, à l'époque, je suis rentré complètement sonné de cette campagne, car j'ai vu que ces groupes de travail étaient bien plus composés de politiciens que d'experts et que la très grande majorité des personnes présentes étaient soit complaisantes, soit ignorantes des sujets traités. Aucun politique n'a écouté les personnes qui savaient, les sachants. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir des chiffres macro pour bâtir un programme. Peu importe s'il était réalisable, il fallait seulement qu'il puisse sembler crédible. La seule réelle exception à cette règle, c'était le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy qui a eu un impact significatif avec l'accélération de la réglementation thermique.
Sur les autres sujets, le Grenelle de l'environnement était beaucoup plus contrasté en termes de bilan. Mais pour le bâtiment, franchement, il y avait vraiment un progrès. Pourquoi ? Car le sujet est inextricable sans passer par une phase de décroissance forcée sur les autres secteurs. Faire des économies d'énergie significatives sur l'industrie n'est pas possible sans baisser la production, donc la croissance. Là, pas de miracle. Pour le secteur des transports, les rendements de Carnot en physique nous disent que pour économiser de l'énergie, il faut rouler soit moins vite, soit moins loin, soit transporter moins de poids. Là aussi, pas de miracle. Enfin, pour l'agriculture, on pourrait s'en sortir avec une massification de la permaculture et de la culture verticale à condition de renvoyer 15% à 30% de la population active dans les champs pour faire le travail agricole à la main. Cela peut paraître rude, mais c'est une excellente nouvelle car changer de mode d'agriculture sur le mode de production des abbayes qui avaient une production très diversifiée, donc avec de gros rendements à l'hectare, permettrait de conserver notre production alimentaire en baissant significativement les énergies fossiles mises en œuvre. Mais oui, la contrepartie, c'est de renvoyer une génération entière dans les champs. Là aussi, j'ai beaucoup bossé le sujet puisque à un moment, je voulais investir dans la permaculture et créer des entreprises dans ce domaine. Mais en réalité, ce qui rend ce modèle inopérant aujourd'hui, pas rentable, c'est la disproportion des charges sur le travail. Le travail est bien trop taxé, les règles pour acquérir des terrains sont bien trop contraignantes, bref, l'environnement n'est pas adapté pour une production de ce style dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, ce chantier-là est bloqué. Mais il y a vraiment un gros potentiel très intéressant. Enfin, il reste le logement. Là, si vous isolez correctement les habitations et les bureaux, vous accomplirez un vrai petit miracle car on sait le faire et ce n'est pas cher. Alors quand je dis pas cher, ça fait quand même 40, 50, 60 milliards, quelques dizaines de milliards. Mais au regard de ce que ça permet d'économiser, sur 40 ans, c'est pas cher. Alors pourquoi les logements neufs ne sont pas tous des habitats à énergie positive et pourquoi on ne fait pas des réhabilitations à très basse consommation d'énergie, voire à énergie positive aussi dans certains cas? La réponse est toujours la même, car les prix sont faux et que nos dirigeants pensent à court terme. Dit simplement, pour réhabiliter sérieusement un logement, pour être à très basse consommation d'énergie, il faut compter dans les 150 000 €. La valeur des économies de chauffage que vous générez dépend du prix du gaz et du fioul. Donc plus vous faites des prix réglementés, moins les prix de l'énergie augmentent et moins la rénovation est rentable. Autre raison. Le temps de retour est jugé trop long car il faut faire des crédits pour ces travaux sur 30 ans voire 40 ans si on est vraiment sérieux. Aucune banque ne veut prêter à 1% voire moins sur 40 ans pour ce type de projet car il y a plus rentable ailleurs. Et en plus, en France en particulier, les prêts héritables ne sont pas quelque chose qui est dans notre culture. Donc prêter sur 40 ans, c'est pas quelque chose de facile non plus. Par contre, ne nous y trompons pas, s'il y a plus rentable ailleurs comme investissement aujourd'hui, c'est bien parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans cette phase de décroissance économique forcée à cause de l'endettement des États et du financement des États par la Banque centrale, donc de la planche à billets. Nous vivons encore dans un mirage économique. Mais gardez bien en tête que si vous soustrayez la dette de la croissance, l'Occident est en décroissance depuis les années 70. Si nous avions accepté cette récession, cela fait longtemps que rénover les logements serait devenu une évidence pour tout le monde, car il n'y aurait pas forcément eu plus rentable ailleurs. D'ailleurs, les réglementations thermiques ont toujours évolué par paliers en accompagnement des crises énergétiques. Alors que peut-on espérer en se chauffant de 1 à 3 degrés de moins comme le suggèrent certains de nos politiques? En gros, 1 degré de moins, c'est 7% d'économie sur un logement. Ce chiffre est surtout valable pour des logements qui ont une consommation moyenne en France. Il ne l'est plus sur des bâtiments à basse consommation, mais prenons-le comme il est. Admettons que les Français acceptent de passer de 19 degrés à 16 degrés dans leur logement, soit 3 degrés en moins, donc environ 20% d'économie. Admettons que le chauffage représente 60% des consommations du secteur habitation qui lui-même représente 25% de nos consommations d'énergie. Baisser le chauffage de 3 degrés représente alors une économie d'énergie globale sur le PIB d'environ 3%. On est très loin d'une baisse de 20% de la consommation d'énergie que demanderait une baisse d'approvisionnement de 2/3 des énergies venues de Russie. En ordre de grandeur, ça ne marche pas du tout. Mais est-ce aussi seulement souhaitable et réaliste? Là aussi, j'ai conduit des groupes d'échange avec des locataires sur ces sujets et j'ai beaucoup travaillé cette question avec l'ADEME notamment. En résumé, vivre à 16 degrés, c'est un effort considérable que je rapproche de l'effort nécessaire pour faire un régime. Baisser sa consommation de 20%, c'est comme si on
vont vous demander de manger 20% de calories en moins. Sachez que sur le plan diététique, on vivrait mieux, en meilleure santé et plus longtemps en mangeant 20% de moins. Sur cette carte, vous voyez que nous sommes en excédent de calories en Occident. Bien, maintenant, pour ceux qui ont essayé de faire et de tenir un régime hypocalorique, vous voyez les efforts que ça demande psychologiquement et physiquement. Et bien pour le chauffage, je vous promets que c'est pareil. Je l'ai fait et personnellement, je peux vivre et dormir à la maison à 16 degrés. Mais je ne peux pas travailler à mon bureau en dessous de 20 degrés. Je vous invite à faire l'expérience, vous verrez, c'est très instructif. Donc au final, les gens qui se chauffent à 16 degrés chez eux sont ceux qui n'ont pas les moyens. Par là, j'entends les propriétaires pauvres ou les locataires pauvres du parc privé. Concernant le logement social, il y a une charte sur la décence des logements qui impose aux bailleurs un minimum de 19 degrés dans les logements, car c'est réellement dur de vivre en dessous. Donc, pour se résumer, je persiste et signe, quel que soit le bout par lequel on prend le problème et que l'on aime ou que l'on n'aime pas Vladimir Poutine, les Européens n'ont pas les moyens de se passer des hydrocarbures russes. Par ailleurs, vous constaterez que la Russie nous vend toujours autant de gaz pendant cette guerre, et y compris du gaz qui passe par l'Ukraine. Pourquoi ? Car pour l'heure, les Russes n'ont pas de débouché immédiat pour autant de gaz. Le gazoduc avec la Chine a été signé récemment, et cela va prendre un peu de temps pour le construire et le mettre en service. Si la Chine est capable de construire des hôpitaux de fortune en 10 jours, laissez-lui au moins 6 mois pour faire un gazoduc qui a pris des années à construire en Europe. C'est là où le bal des sanctions est assez hypocrite. La guerre russe contre l'Ukraine est financée par l'énergie que nous lui achetons. Le reste se fait à la marge, et dans les médias, on ne nous parle que du reste. C'est la même chose pour la déconnexion de SWIFT. L'essentiel des banques russes sont toujours connectées à SWIFT, car c'est SWIFT qui permet d'acheter le gaz et le pétrole russe. Concernant les réserves de change bloquées et gelées à la BCE, je ne me fais pas plus d'illusions. Ces réserves seront utilisées dès le moment où Vladimir Poutine conditionne la livraison de gaz au paiement avec ces réserves. Gardez bien en tête que lorsque les prix des hydrocarbures augmentent, cela aide Poutine à financer sa guerre en Ukraine. Encore plus fort, l'effondrement du rouble. Si la monnaie russe chute, cela signifie que les importations de l'étranger coûtent plus cher aux Russes, mais que les exportations d'hydrocarbures rapportent également plus pour acheter ce que la Russie produit. Donc si le rouble vaut 2 fois moins cher, le financement de l'armée russe, qui a une très grosse industrie militaire interne, coûte aussi 2 fois moins cher. Si Vladimir Poutine a mis en place des contrôles des capitaux de la Russie vers l'étranger, c'est pour forcer les Russes à consommer local, comme on dit aujourd'hui. En conséquence de quoi, les Russes sont effectivement plus pauvres car les iPhones coûtent 2 fois plus cher, mais pour tout ce qui est nourriture et énergie notamment, le nerf de la guerre, la Russie peut potentiellement tenir indéfiniment, ce qui n'est pas notre cas en Europe. C'est pour cela que je suis très choqué du niveau d'impréparation de nos gouvernants qui dissertent sur le bien et le mal alors qu'ils n'ont juste pas les moyens pour agir. C'est pour ça que j'ai titré une vidéo précédente « Échec et mat pour l'Occident ». Après, Poutine n'est pas à l'abri d'un coup d'état de ses généraux ou de je ne sais qui, et il n'est pas à l'abri d'un enlisement politique en Ukraine devant une résistance farouche à l'échelle de chaque maison. Je ne dis pas que tout va aller tout droit pour lui, j'en sais rien. Je dis simplement qu'il a de nombreux atouts dans sa manche, mais pas nous. Je pense que le rôle de la Chine sera également clé dans cette histoire, car aujourd'hui elle se retrouve à être la seule ou presque à pouvoir tenir des négociations où l'Europe actera certaines conquêtes de Poutine, comme une partie de l'Ukraine de l'Est, en contrepartie d'un arrêt de cette guerre. L'Europe a été bien trop condescendante et moralisatrice pour pouvoir se dédire dans le cadre de négociations. Pourtant, la base de la diplomatie, comme le rappelait Dominique de Villepin, c'est avant tout d'être capable de se décentrer, de comprendre le point de vue de l'autre pour arriver à établir une discussion et trouver un compromis. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est la situation telle qu'elle est, telle que je l'analyse. C'est pour ça que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous avons orienté le portefeuille de la lettre dans cette direction. S'exposer à l'Asie, aux biens tangibles, et chercher à prendre les opportunités sur les marchés quand il y en a. C'est pour cela que je suis allé investir dans l'immobilier en Turquie aussi. Il faut savoir que les clients de l'immobilier touristique en Turquie
sont des gens qui habitent dans des pays où on est assis sur de l'énergie, contrairement à nous occidentaux. D'ailleurs, dans la lettre d'avril, nous allons vous proposer une série d'indicateurs de crise pour tenter de saisir le rebond des marchés. On vous en reparle avec Didier prochainement. C'est aussi pour cela que l'on utilise petit à petit les nouvelles technologies de la blockchain pour ne pas rester enfermé dans la chute actuelle de l'euro et du dollar. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. À titre personnel, c'est aussi pour ça que je suis un des premiers actionnaires et membre du comité de direction d'une société à la pointe dans la gestion des crises énergétiques. En fait, nous sommes en train de provoquer une crise énergétique qui était programmée pour la décennie 2020. La guerre en Ukraine agit comme un accélérateur, tout comme la crise des mesures anti-Covid a agi comme un accélérateur sur nos problèmes d'inflation et de dette. Dit simplement et autrement, nous sommes en train, avec ce conflit ukrainien, de céder une part substantielle du peu d'énergie que nous avons à l'Asie. D'un côté, la Chine évolue à toute vitesse sur le nucléaire pour se construire un parc énergétique d'envergure, et de l'autre, nous parlons en ce moment d'accélérer le mouvement en lui cédant 20% du PIB européen pour l'aider à aller plus vite. On peut résumer les choses un peu comme ça, même si c'est dur à entendre. En conclusion, si vous voulez préserver votre épargne, suivez l'énergie. De plus, vous devez le faire par vous-même car la réglementation se resserre de plus en plus pour vous empêcher de le faire par des prestataires. La recette est toujours la même. Plus les États deviennent dispendieux, plus ils augmentent les contraintes réglementaires pour protéger les consommateurs des mauvais investissements. Ça, c'est le passé, avec toutes les réglementations sur le conseil financier et les méthodes de notation du risque où l'on vous explique que l'or est beaucoup plus risqué que l'euro. Ensuite, le présent, c'est de diaboliser ce qui se fait à l'étranger pour décourager les gens de partir. Par exemple, les conseillers suisses n'ont pas le droit de démarcher la clientèle dans l'Union européenne. Enfin, l'histoire se termine toujours de la même façon avec un État en faillite. L'inflation et le contrôle des changes. On imprime de la monnaie jusqu'à la destruction de sa valeur et on empêche les gens de partir ensuite dans un élan catastrophique. Ce n'est pas reluisant, mais c'est pour ça que dans ma lettre, on vous explique comment ouvrir légalement un compte à l'étranger et quelques notions sur les cryptos. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de faire les choses par nous-mêmes. Par contre, si nous nous coupons de l'énergie russe, alors les choses vont s'accélérer très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.